Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle exploration consacrée à l'agriculture. Je suis Bruno, votre journaliste artificiel pour cette émission. Aujourd'hui, on va explorer un thème majeur pour l'agriculture, les productions agricoles sur le territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois. Et moi, c'est Léa, chargée d'études virtuelles au sein de l'agence. Ensemble, on va essayer de vous dévoiler les chiffres clés de l'Observatoire agricole pour mieux comprendre un peu quelles sont les surfaces cultivées ici et puis savoir si on produit assez pour viser une autonomie alimentaire théorique. Très bonne écoute à vous. Alors, l'agriculture sur ce territoire, elle est vraiment essentielle. Elle nous nourrit évidemment, mais elle façonne aussi les paysages, elle crée de l'emploi, et puis elle participe à l'identité locale, avec des produits comme l'endive, le cresson ou le lingot haricot. On va regarder ça de plus près avec les données du recensement général agricole de 2020. Oui, alors, si on commence par l'orientation des fermes, qu'est-ce qui domine ? Très clairement, ce sont ce qu'on appelle les autres grandes cultures. Faut penser betteraves, pommes de terre, ce genre de choses. En 2020, ça représentait quasiment 45% des exploitations, 714 fermes, quoi. Ah oui, presque la moitié. C'est ça. Et c'est une évolution assez marquée, une hausse de presque 25% par rapport à 2010. D'accord. Et j'imagine que cette spécialisation, elle se fait un peu au détriment d'autres choses. Oui, forcément. Ça se fait un peu aux dépens de systèmes plus variés, comme la polyculture et le polyélevage. Les fermes qui mélangent plusieurs cultures, plusieurs types d'animaux, quoi. Elle ne représente plus qu'environ 21% des exploitations. Et là, c'est une baisse de presque 30% en 10 ans. Ah oui, c'est une chute importante quand même. La tendance générale, donc, c'est moins de fermes, mais des fermes plus grandes, plus spécialisées. Exactement ça. Moins nombreuses, mais plus vastes et plus pointues sur certaines productions. Et sur le terrain, concrètement, comment ça se traduit au niveau des surfaces, de la surface agricole utile ? Alors, en 2020, on avait près de 135 000 hectares utilisés pour l'agriculture sur le territoire de l'agence. La culture reine, ça reste les céréales. Elle couvre encore presque la moitié de cette surface, à peu près 62 000 hectares. D'accord. Cela dit, leur surface a quand même un peu reculé depuis 2010. On a perdu environ 3200 hectares de céréales. Et pour les prairies, c'est pareil, ça baisse aussi. Oui, même tendance. Elle couvre encore plus de 17% de la surface agricole utile, donc c'est pas négligeable, mais on a perdu environ 1600 hectares en 10 ans. Et à l'inverse, il y a des cultures qui progressent. Ah oui, et fortement même. C'est le cas des cultures dites industrielles, vous savez, le lin, les betteraves sucrières, et aussi les plantes à fibres. Là, ensemble, elles ont gagné plus de 4000 hectares. Quand même. Oui. Et la pomme de terre aussi, elle gagne beaucoup de terrain. Plus 3200 hectares. Pendant ce temps, les jachères, elles, diminuent un peu. Moins 1000 hectares environ. Bon, d'accord. Donc le paysage agricole, il change. Il change pas mal. Ce qui nous amène à la question un peu cruciale. Est-ce qu'on produit assez, localement, pour nourrir tous les habitants du territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois ? Cette fameuse autonomie alimentaire. Oui, alors ça, c'est la question complexe. On a des outils qui essayent d'estimer ça, mais attention, c'est théorique. Oui, bien sûr. L'un d'eux, le calculateur de résilience alimentaire des territoires, il compare en gros ce qui est produit sur le papier avec les besoins estimés de la population locale. Et là, ce qui frappe, c'est un contraste vraiment énorme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il montre, ce contraste ? Eh bien, en gros, les zones très denses, très urbaines, comme la Cabalère et la Cale, seraient théoriquement très déficitaires. Leur production locale ne couvrirait que 48% pour l'une et même seulement 14% pour l'autre de leurs besoins alimentaires. Ah oui, 14%, c'est très peu. Très peu. Et à l'inverse, les zones plus rurales, comme les communautés de communes, du Ternois ou des Sept-Vallées, affichent des surplus théoriques gigantesques. On parle de plus de 400% de couverture des besoins, 460% et 443%. Plus de 400%, c'est impressionnant. Mais vous insistez beaucoup sur le côté théorique. Pourquoi cette nuance est si importante ? Parce que dans la réalité, les circuits ne fonctionnent pas comme ça. Les produits ne vont pas forcément du champ d'à côté à l'assiette d'à côté. Il y a les marchés nationaux, internationaux, la logistique, les contrats. D'accord, les flux sont déconnectés. Exactement. Ce qui est produit ici n'est pas forcément consommé ici. Et inversement. L'analyse par type de culture montre bien que les agglos manquent surtout, toujours sur le papier, de fourrage pour les animaux, de cultures riches en huile et protéines, ou encore de fruits et légumes. Alors que les zones rurales en produisent bien plus que ce dont elles auraient besoin pour elles-mêmes. Un autre outil, Parcelle, il estime qu'il faudrait environ 162 600 hectares pour nourrir tous les habitants du territoire de l'agence. Or, on a vu qu'on en a près de 135 000 aujourd'hui. Oui.
Donc, avec cette surface actuelle, on pourrait nourrir théoriquement un peu moins de 500 000 personnes, alors qu'on est 580 000 habitants. Ça montre bien qu'il y a un potentiel, une complémentarité possible entre les zones, mais elle n'est pas automatique. C'est clair. Et les animaux dans tout ça? L'élevage, il suit quelle tendance? Alors, l'élevage, lui, il est aussi en recul assez net. Le nombre de fermes qui ont des animaux a chuté d'un quart, de 25%, entre 2010 et 2020. Un quart aussi, ouais. Oui. Et le cheptel total, si on le mesure en unités gros bétail, c'est une façon de tout compter ensemble, vaches, moutons, etc., il a diminué de plus de 8%. Même pour les bovins, qui sont pourtant majoritaires chez nous, non? Oui, même l'élevage bovin, qui reste dominant, il suit cette tendance générale. Moins d'exploitation, moins 25%, même si la taille moyenne des troupeaux qui restent a tendance à augmenter un petit peu. Et pourquoi cette baisse générale de l'élevage? C'est lié à plusieurs choses. La diminution des surfaces en prairies, dont on a parlé juste avant, mais aussi des facteurs économiques, bien sûr, des changements sociétaux, et puis la réglementation qui évolue. D'accord, donc pour résumer un peu le tableau, on a une agriculture sur le territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois qui se spécialise de plus en plus dans les grandes cultures, c'est ça? C'est ça. Pendant que l'élevage et les systèmes plus diversifiés, ils reculent. Tout comme les prairies d'ailleurs. Et l'analyse de l'autonomie alimentaire, elle, nous montre une sorte de fracture, mais théorique, hein, on insiste là-dessus. Ouais, une fracture théorique assez frappante entre des agglomérations qui seraient dépendantes des apports extérieurs sur le papier et des communautés de communes, elles, largement excédentaires, toujours sur le papier. Et ça soulève une question vraiment clé pour l'avenir, non? Comment on fait pour mieux connecter tout ça? Pour renforcer la résilience alimentaire de tout le territoire? Exactement. Quels sont les leviers qu'on pourrait activer pour valoriser cette complémentarité qui existe potentiellement entre la production et la consommation au sein de l'agence? Comment passer de la théorie à une réalité locale plus intégrée?